Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Trente-et-unième édition de la célébration du 8 mars, journée dédiée à la promotion des droits de la femme. C'est la région de Koutiala qui abrite cette année les festivités. Le Premier ministre accueilli en grande pompe par le gouverneur et la population de la région. Le chef du gouvernement préside la cérémonie au nom du chef de l'État. Le général de division Abdoulaye Maïga est déjà arrivé dans la ville de l'Or-Blanc. Notre correspondant sur place reviendra dans ce journal sur le programme de demain samedi qui s'annonce très dense. Notre pays célèbre la journée du 8 mars sous le thème « Accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et les filles », gage d'un développement humain et durable. Awa Dama Coulibaly et Barakissa Ouattara, en cette veille de commémoration, reviennent pour nous sur le sens de cette thématique qui répond à la vision présidentielle, celle de l'autonomisation pleine et entière des femmes du Mali. La force conjointe de la Confédération des États du Sahel se matérialise. Elle vient d'effectuer une opération d'envergure du 24 février au 6 mars 2025 dans le Gourma. Le bilan est sans appel. Plusieurs terroristes neutralisés, des bases détruites et d'importants matériels de guerre récupérés. Le film des événements de cette patrouille conjointe, ça sera avec Abdoulaye Sako. Nous sommes vendredi. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Je vous propose dès l'entame de ce journal de suivre le ministre malien établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Le ministre Moussa Agataer, au micro de Abdul Karim Kaba, nous éclaire sur la situation de nos compatriotes résidant en Mauritanie, les mesures prises par le gouvernement à travers le ministère et le point des discussions diplomatiques dans cet entretien. Suivons ensemble. Les 29, 30 et 31 décembre 2024, j'ai été porteur du message du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à son frère, le président Cheikh Al-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Porteur de message, j'ai transmis le message, mais également j'ai eu des échanges avec son Excellence le président mauritanien pour porter à sa connaissance un certain nombre de préoccupations que vivent nos compatriotes. Il a instruit à ce que les problèmes, les préoccupations des Maliens soient recensées et qu'elles lui soient transmises. Et depuis lors, un certain nombre de décisions ont été prises. Notamment, il a été demandé à notre ambassadeur de contribuer à sensibiliser les Maliens qui vivent en Mauritanie pour qu'ils s'inscrivent dans le processus de régularisation engagé par les autorités mauritaniennes. Et mieux encore, les autorités mauritaniennes ont pris l'engagement de donner les cartes de séjour aux Maliens sans paiement. C'est-à-dire les Maliens sont exempts du paiement des frais des cartes de séjour. À ce titre-là, je voudrais encore insister là-dessus. Il n'y a pas de chasse ciblée contre les Maliens en Mauritanie. Il y a une politique migratoire en cours en Mauritanie qui concerne l'ensemble des étrangers vivant sur le sol mauritanien. Mais pour ce qui nous concerne,
notre mission et notre devoir, c'est d'assister et de protéger les Maliens partout où ils sont. Je voudrais rassurer nos compatriotes qui vivent en Mauritanie que nous suivons de près leur situation. Le gouvernement du Mali suit de près la situation. Nous veillerons à ce que les intérêts des Maliens qui vivent en Mauritanie soient préservés, que leur sécurité soit assurée et que l'assistance nécessaire leur soit accordée selon les besoins des uns et des autres. Nous avons une forte communauté malienne en Mauritanie, comme il y a une forte communauté mauritanienne au Mali. Nos deux États travaillent ensemble à la sécurité et à la protection. Adressé au gouvernement renforce la protection des Maliens établis à l'extérieur. La situation des Maliens établis en Mauritanie bénéficie de la même attention et du même intérêt. C'est dans ce cadre que le chef de l'État a dépêché M. Moussa Ag Attaher, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, qui était porteur de messages de son excellence auprès de son excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Entre autres résultats de cette visite, le lancement d'une opération spéciale de délivrance de cartes de résidence aux Maliens établis en Mauritanie avec exemption de paiement de frais. La mise en place d'un cadre d'échange permanent entre l'ambassadeur et les services des ministères mauritaniens concernés, affaires étrangères et intérieures. L'implication de l'ambassade du Mali à Nouakchott pour une large adhésion des Maliens au nouveau processus de régularisation des étrangers. Le ministre Moussa Ag Attaher suit avec attention l'évolution de la situation et se fera le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires au renforcement de la protection de nos compatriotes. 31e édition de la célébration du 8 mars, journée dédiée à la promotion des droits de la femme. Et c'est la région de Koutiala qui abrite cette année les festivités. Le Premier ministre accueilli en grande pompe par le gouverneur et la population de la région. Le chef du gouvernement préside la cérémonie au nom du chef de l'État. Le général de division Abdoulaye Maïga est déjà arrivé dans la ville de l'Or Blanc. Notre pays célèbre donc la journée du 8 mars sous le thème « Accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et les filles, gage d'un développement humain et durable ». Awadama Koulibaly et Sambou Diakité, en cette veille de commémoration, ont rencontré le ministre de la Promotion de la Femme. Elle nous explique le choix de notre pays par rapport à cette thématique.
Les femmes, en l'occurrence celles du Mali, vont de nouveau faire entendre leur voix et redéfinir leur rôle et place dans le développement du pays. À l'instar de la communauté internationale, le Mali célèbre demain, samedi 8 mars, la Journée internationale de la femme. Cette journée donne l'occasion aux femmes du monde entier de faire l'état des progrès de la condition de la femme et d'identifier les axes d'intervention pour son amélioration. En lien avec le thème international, notre pays a retenu le thème suivant: accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable. L'édition 2025 de la célébration du 8 mars sera lancée officiellement dans la capitale de l'Or Blanc. Le choix de la région de Koutiala marque le début de la concrétisation d'une vision du chef de l'État. Cette célébration s'inscrit dans la vision de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui place les femmes, qu'elles soient rurales, urbaines, instruites ou non instruites, au cœur de l'émergence de la souveraineté de notre Malikoura. Le choix de Koutiala et progressivement dans les autres régions démontre la volonté de nos plus hautes autorités d'être au plus près des populations, surtout celles vivant en milieu rural. À noter que cette célébration coïncide avec le 30e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. Voyons littéralement quel sens on peut donner à la thématique 2025. Accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et les filles, gage d'un développement humain et durable. En tous les cas, on le sait, c'est l'un des vœux et priorités des autorités de la transition, l'autonomisation pleine et entière des femmes du Mali. C'est pourquoi d'ailleurs le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, multiplie les initiatives de soutien aux femmes. Tenez, nous avons l'aménagement de 250 forages communautaires au profit des femmes et jeunes du Mali, l'octroi de 4 ambulances médicalisées dans 4 communes du Mandé ou encore l'équipement matériel de sémences des femmes maraîchères victimes d'inondations. La liste n'est pas exhaustive. Barakissa Ouattara revient pour nous sur toutes ces initiatives présidentielles. Suivons ensemble. Clé de voûte de la société, tant en milieu rural qu'urbain, les femmes se positionnent peu à peu au cœur de la transition. Le facilitateur n'est autre que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. La preuve, rien qu'à Djouila, la transformation agroalimentaire, le maraîchage et la saponification ont connu une ascension fulgurante ces dernières années grâce aux efforts du gouvernement. Dans la région de Djouila, les femmes gèrent environ 300 jardins grâce au soutien des autorités maliennes et nous leur en sommes reconnaissantes. Nous transformons des produits comme le néré, le bissap en nectar et en jus. Une avancée rendue possible grâce aux chercheurs. Le gouvernement, à travers le FAFPA, Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, a initié les femmes de Mopti à certaines activités génératrices de revenus. Les femmes déplacées de la région n'ont pas été oubliées. Nous avons bénéficié de l'aide du gouvernement à travers le FAFPA. Notre réseau est constitué de plusieurs associations, dont les femmes maraîchères. Il nous a formés sur la technique des maraîchages pendant 10 jours, 5 jours consacrés à la théorie et 5 jours consacrés à la pratique. Les déplacés, qu'on appelle les PDI, le gouvernement a fait de son mieux. Il y a les déplacés de Sofara, des Mopti, les sites de Sokoura, de Soufourlaï. Ils ont eu des appuis vestimentaires, alimentaires, tout. Ces appuis, parmi tant d'autres, prouvent une fois de plus l'engagement des autorités de la transition à faire de la femme un pilier indispensable dans le développement du pays. C'est pourquoi d'ailleurs, le chef de l'État n'a pas hésité à consacrer une partie de ses œuvres sociales à l'épanouissement et à l'autonomisation de la femme. Il a ordonné l'aménagement de 250 forages communautaires au profit des groupements de femmes et de jeunes au Mali. Il est important de rappeler les initiatives suivantes du chef de l'État, à savoir le démarrage du projet de nouveau cadre. Ce projet qui prévoit 40 hectares dédiés aux femmes pour des activités de maraîchage. On parle d'un projet qui prend en compte les besoins spécifiques des femmes maraîchères dans toute la chaîne de valeur. Ainsi, les femmes seront accompagnées depuis la production jusqu'à la transformation et à la commercialisation
à travers bien sûr l'octroi des magasins de conservation. À la veille de la célébration du 8 mars, on peut dire que le bilan de l'autonomisation des femmes est reluisant. Le nombre élevé de femmes admises au concours d'entrée à l'École nationale d'administration atteste cela. En 7 ans, 19 femmes ont été admises au concours de l'ENA contre 8 femmes admises en 2024. En donnant un coup de pouce aux femmes, le président de la transition donne un sens à la thématique de l'année 2025, à savoir accélérer les rythmes de l'autonomisation des femmes et les filles, gage d'un développement humain et durable. Nous allons rester avec les femmes qui, en plus d'être autonomes, restent très généreuses. La preuve, l'association des femmes solidaires de la Canam, dans le cadre du mois de Ramadan et de la célébration du 8 mars, remet des kits alimentaires aux couches vulnérables. Mantia Traoré pour le reportage. Cette donation de 1000 kits de vivres composés de riz, de sucre, du lait, du thé et d'huile était destinée aux veuves, aux personnes vivant avec un handicap et aux indigents. Je ne saurais exprimer ma joie à l'instant. Nous sommes au mois de Ramadan et le pays a besoin des actions de ces genres, surtout envers les plus démunis. Parmi les bénéficiaires, Bana Sidibé a reçu une moto tricycle, une prothèse et sur instruction de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, elle a également été immatriculée au niveau de l'ANAM. Les mots me manquent pour exprimer toute ma gratitude. Je remercie particulièrement Madame le ministre. Que Dieu lui rende au centuple. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de la politique sociale de la Canam, vise à apporter une assistance symbolique aux couches les plus défavorisées, mais aussi aux hôpitaux. Aujourd'hui, de cette activité, c'est de montrer aux yeux de tous les Maliens que les femmes de la Canam ne sont pas restées en marge. Et que nous exprimons auprès des autorités notre solidarité envers les couches démunies, les couches vulnérables. Profitant de cette tribune, Madame le ministre de la Santé et du Développement social a tenu à encourager les initiateurs et féliciter les bénéficiaires. Cette action illustre parfaitement votre engagement et votre sens du partage. Cette donation traduit votre ferme volonté de faire avancer la cause des personnes vulnérables et de contribuer activement à la consolidation de notre système de solidarité. Aussi, un vibrant hommage a été rendu à feu Madame Maïga Agaïchatou Diko, qui fut présidente de l'Association des femmes solidaires de la Canam. Et toujours avec le département de la santé, un mot de ce lancement officiel, je vous parle de la campagne nationale de dépistage. Elle vise à sensibiliser la population et à encourager la prévention des maladies graves telles que le diabète et l'hypertension artérielle. La cérémonie de lancement, c'était au centre de santé de référence de l'Afiabougou en commune 4 du district de Bamako. Maïmouna Guindo, présente pour l'ERTM, nous signale que l'initiative entre dans le cadre de la 2e édition de Soukalo Solidarité. Le compte rendu, c'est avec la voix de Sokona Kamisoko. Dans l'enceinte du centre de santé de référence de l'Afiabougou, en commune 4 du district de Bamako, un grand nombre de personnes se sont rassemblées. Certains sont venus d'eux-mêmes, d'autres sur les recommandations de leurs médecins. Mieux vaut prévenir que guérir. Si je le fais aujourd'hui et que j'apprends que j'ai le diabète ou la tension, la prise en charge se fera à temps, car il est toujours important de savoir son état de santé. Le mois de Ramadan ne se limite pas seulement qu'à la distribution de vivres et de non-vivres. Et c'est pourquoi Soukalo Solidarité rajoute une corde à son arc à travers le coup d'envoi d'une vaste campagne nationale de dépistage gratuite du diabète et d'hypertension artérielle. Jusqu'à la fin du mois de Carême et de Ramadan,
Qu'à l'aune de cette pratique, les liens seront plus soudés, les dévotions seront même exaucées par notre éternel Allah. Durant cette opération, Soukalo Solidarité, plusieurs activités sont prévues. Il s'agit de l'organisation de ruptures collectives de jeûne pour 150 personnes par jour durant le mois de Ramadan, la distribution de kits de rupture de jeûne et de vivres aux populations et les campagnes de salubrité et d'assainissement sur les sites de rupture collective et les mosquées. Le prophète, paix, salut sur lui, a dit: celui qui assiste son prochain pendant les mois de Ramadan aura beaucoup de bénédictions. La paix qui nous unit d'abord en tant que fils et filles de la région de Mopti pour mieux vivre dans la convivialité, dans la paix et la cohésion sociale. À noter que le siège du Haut Conseil islamique et le terrain en Bodejo de Sévaré sont les deux sites retenus pour abriter les ruptures collectives. Cette rupture collective du jeûne est une démarche participative à la culture de la paix, la cohésion sociale et la coexistence pacifique des confessions religieuses dans un Mali de tolérance. Cette action religieuse est d'abord du souhait des plus hautes autorités du Mali pour marquer la communion qui existe entre d'abord les religions qui sont dans la région de Koutiala et dans tout le Mali. Nous sommes dans un pays de solidarité, un pays de pardon et un pays également où le vivre ensemble a toujours magnifié notre société. Cette rupture collective est à saluer. Le Mali est un pays d'entente. Il doit rester indivisible. Implorons Dieu pour qu'il nous aide à construire la nation malienne. Chrétiens et musulmans ont tous fait des bénédictions pour le Mali. Ramadan, toujours retour à Bamako où la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du district de Bamako tient parole, celle de battre campagne à travers une caravane d'information et de sensibilisation dans les marchés de la place sur le respect des prix des denrées de première nécessité, des prix fixés par le gouvernement. Le président de la délégation, Arona Kanté, invite les commerçants au strict respect de ces mesures. Il le dit au micro de Aliou Abdoulaye Touré. Faisant suite à la visite du Premier ministre Abdoulaye Maïga qui a vraiment sillonné les entrepôts de Bamako pour voir la disponibilité des stocks. Et à cela, nous, en tant que structure d'encadrement du secteur privé, c'est notre rôle de veiller au respect des prix. Et c'est pour cette raison que cette caravane a été initiée par la Chambre de commerce du district de Bamako. Le but de cette caravane, c'est d'informer et sensibiliser nos ressortissants afin de respecter les prix. Parce qu'une chose est claire, si nous avons le marché qui est suffisamment approvisionné, l'autre aspect c'est de veiller sur le respect des prix pour que les populations puissent vraiment s'approvisionner dans les meilleures conditions. C'est ce qui est le souhait que nous recherchons. Et vous avez vu que nous avons commencé la caravane au niveau de Bozola-Lampanikoro pour faire le tour du marché. Et nous sommes au marché des céréaliers pour voir aussi si le prix vraiment est respecté. À partir de là aussi, nous allons partir au niveau du marché de Sougounikoura. Marché là aussi, nous allons voir réellement tout ce qu'on est en train de dire, si vraiment les prix sont respectés. C'est le lieu de dire à tous nos ressortissants vraiment de veiller scrupuleusement au respect des prix afin que les populations puissent vraiment s'approvisionner. Telle est aujourd'hui la demande des plus hautes autorités du Mali. Et nous avons ce communiqué conjoint. Le ministre des Transports et des Infrastructures et le ministre de l'Économie et des Finances informent l'opinion publique des mesures prises par le gouvernement de la République du Mali pour préserver le réseau routier des graves dommages causés par les véhicules gros porteurs hors gabarit et hors normes circulant en surcharge sur les routes en partance ou en provenance des ports maritimes où transite le fret généré par les importations et les exportations. La circulation de ces véhicules entraîne en effet la dégradation précoce du réseau routier national dont la conception a été faite en fonction des caractéristiques des matériaux de construction routière. Le Conseil des ministres, informé à sa session du 12 février 2025 des dégâts dus à la surcharge des véhicules hors normes et hors gabarit, a validé l'interdiction de la circulation des 10 véhicules sur le réseau routier national conformément
conformément au cadre de coopération dans l'espace communautaire, les ministres chargés des transports des pays de la sous-région ont été invités à informer leurs transporteurs et chargeurs de la mise en application prochaine de la réglementation susvisée qui est conforme au règlement numéro 14 de l'UEMOA. Le ministre des Transports et des Infrastructures et le ministre de l'Économie et des Finances engagent les services techniques compétents des deux départements concernés à prendre toutes les dispositions pour l'exécution des mesures arrêtées. Sur un tout autre plan, suivez-moi, je vous amène sur l'espace d'échange du ministre, et comprenez par là Ministri Kakene, et c'est à l'initiative du ministre en charge de la jeunesse, Abdulkassim Ibrahim Fomba, était à Bamako en commune 6 et à Kati où il a donné le ton de sa rencontre. Les sujets de discussion étaient relatifs à la bonne citoyenneté. Le ministre Fomba a surtout donné des orientations à l'assistance sur comment la jeunesse peut jouer pleinement sa partition dans la construction du Malikoura. On en sait plus avec Mohamed Namakeita. Après le succès de la première édition, l'initiative d'échange avec les jeunes dans leur quartier du ministre en charge de la jeunesse, dénommé Ministri Kakene, reprend ses droits en ce 6e jour du mois béni de Ramadan. Comment aujourd'hui le jeune, il doit pouvoir lui-même, dans le cadre de ses emplois, évoluer et pas d'abord compter sur l'État. Mais également en tant que jeune, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire dans le cadre de la citoyenneté? Qu'est-ce qu'il peut faire dans leur communauté aujourd'hui? Et également, nous avons parlé aujourd'hui de la consommation de la drogue. Vous savez, c'est une alerte que le président a lancée. Donc c'est aussi le lieu de discuter de cela, de parler de cela. Le ministre Fomba a surtout éclairé la lanterne de l'assistance sur les modèles de jeunes dont la transition a besoin pour consolider les Malikourois. Le président nous a tous mis en mission. Et cette mission, c'est que chacun n'a qu'à remplir aujourd'hui son devoir au niveau de sa communauté, au niveau de sa famille. Parce que tout commence d'abord à la base. En face, Abdulkassim Ibrahim Fomba a trouvé des interlocuteurs à la fois curieux et réceptifs. Il y a un slogan de Modo Oketa qui disait « Une option choisie en vaut les hommes qui l'appliquent ». Aujourd'hui, les options que notre chef de l'État a choisies, nous allons l'appliquer. Notre mission, c'est réunir les jeunes, toute la jeunesse, surtout en commune 6, derrière nos autorités. Et leur dire quand même que nous sommes avec eux 100%, nous les soutenons 100% dans toutes les décisions qu'ils vont entreprendre. Les plus de 2 heures d'échange n'ayant pas suffi à aplanir tous les sujets de préoccupation des jeunes de la commune 6, le débat s'est poursuivi autour de la collation de rupture de jeunes. Avant de partir, le ministre Fomba leur a assuré qu'une autre rencontre permettra de plus approfondir davantage les débats. À présent, la lecture de ce tout communiqué de presse relatif à la levée partielle de la mesure de suspension du traitement de certains dossiers relatifs au titre minier. Le ministre des Mines informe l'ensemble des acteurs du secteur minier que la mesure de suspension du traitement par l'administration minière des demandes d'attribution, de renouvellement ou d'autorisation de cession des titres miniers en vigueur depuis le 28 novembre 2022 est partiellement levée à compter du 15 mars 2025. Cette décision consécutive à d'importants travaux d'assainissement du cadastre minier marque un tournant majeur dans l'implémentation des réformes engagées par le gouvernement de la transition pour une gouvernance rigoureuse du secteur minier. Dès l'entrée en vigueur des termes du présent communiqué, l'administration minière, suivant les dispositions de la loi numéro 2023-040 du 29 août 2023 portant code minier à République du Mali et de ses textes d'application, recevra pour traitement les demandes de renouvellement des permis de recherche et des permis d'exploitation, les demandes relatives au passage de la phase de recherche à celle de l'exploitation, les demandes de cession directe ou indirecte des permis d'exploitation, les demandes relatives aux nouvelles attributions des titres miniers de cession des permis de recherche ne sont pas concernés par la présente mesure. Le ministre des Mines sait compter sur la pleine coopération des acteurs du secteur minier dans la perspective d'une reprise entière des activités minières en République du Mali. Et suite aux décisions du gouvernement relatives au drame survenu sur le site d'orpaillage artisanal de Kenyeba et Kangaba, nous avons reçu des communiqués de certains mouvements et associations. Il s'agit du collectif pour la défense des militaires CDM, de l'association
l'association pour la protection et la survie de l'environnement dans le cercle de Kenyeba ainsi que le centre de prestation Dunia Kibaru. Tous félicitent les autorités de la transition pour la décision concernant l'abrogation des actes de nomination des responsables administratifs et politiques dans les zones d'orpaillage de Kenyeba et Kangaba. Ils encouragent la volonté d'appliquer le nouveau code minier pour une meilleure protection de la vie humaine et de l'environnement. Par la même occasion, ces mouvements se réjouissent également du lancement du processus de dissolution du conseil communal de Dabia. Selon eux, ces différentes décisions favoriseront l'assainissement du secteur de l'orpaillage avec la préservation de la vie et de l'environnement. Ils réitèrent leur soutien aux autorités de la transition. Retour sur le séminaire gouvernemental organisé par le Centre d'information gouvernementale du Mali, Sigma. Je vous rappelle qu'il avait pour objectif de renforcer les capacités des chargés de mission, de mieux gérer la communication du gouvernemental. Les 3 jours de session ont permis sans complaisance de faire le diagnostic de la communication gouvernementale et de faire des propositions concrètes pour rendre plus efficace la communication du gouvernement afin de faire face aux enjeux géopolitiques et stratégiques du moment. L'atelier a regroupé l'ensemble des acteurs des médias et de la communication. À la fin des travaux, notre journaliste Aridou Matina a recueilli les impressions de certains participants. On les écoute. J'estime que de temps en temps que le gouvernement s'arrête pour réfléchir un peu, essayer d'évaluer son action, pour mieux se projeter, parce que la communication est fondamentale. Un peuple n'est pas se gérer à sens unique. Il faut qu'il y ait des communications entre les gouvernants et les gouvernés. Je pense que cet exercice a répondu à ce besoin-là. Il y a eu beaucoup d'échanges. J'espère que le Premier ministre va en tirer profit, Il faut saluer le gouvernement du Mali qui a eu cette initiative de rassembler les fils du pays autour de l'essentiel. Il s'agit de tous ceux qui interviennent dans le domaine de la communication, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, qu'ils soient médias en ligne, radio, télévision, que tout le monde vienne et qu'on réfléchisse sur les voies et moyens par lesquels on peut accompagner notre pays. En ce qui concerne la guerre informationnelle, il faut que nous adaptions nos éléments de langage, les narratifs pour faire face à cette guerre informationnelle. Vous savez que le Mali est victime de cette guerre informationnelle depuis que nos autorités ont décidé de prendre en main la vie de notre nation. Il y a beaucoup de médias aujourd'hui dans le monde, surtout en Europe, etc., qui passent leur temps à mentir sur nos États, à mentir sur notre armée, notre vaillante armée. Et ces mensonges-là, il faut déconstruire ces mensonges. Et nous, tous les jours que Dieu fait, nous déconstruisons ce qu'ils font, ces messages-là. Et aujourd'hui, nous avons donné quelques idées, quelques orientations au gouvernement en vue de la déconstruction de tous ces mensonges. C'est une très très bonne initiative et ça vient vider beaucoup de choses que l'on avait sur nos consciences et nos cœurs par rapport à la communication gouvernementale. Ça a permis à des experts d'échanger. On a appris beaucoup de choses. On passe le relais aux décideurs, au gouvernement, pour pouvoir apporter leur contribution sur le plan et d'abord financier et moral, parce que la communication gouvernementale ne peut que se réaliser qu'à travers un accompagnement. Revenons sur la célébration de la 31e édition du 8 mars, journée dédiée à la promotion des droits de la femme. C'est la région de Koutiala qui abrite cette année les festivités. Le Premier ministre a accueilli en grande pompe par le gouverneur et la population de la région. Le chef du gouvernement préside la cérémonie au nom du chef de l'État, le général de division Abdoulaye Maïga, est dans la ville de l'Or-Blanc. Notre correspondant sur place, Brahima Kone, nous dresse le programme de demain qui s'annonce très très dense. Le Premier ministre sera accueilli demain à Koutiala pour le lancement officiel du 8 mars. Pour la circonstance, les Koutialais sont à pied d'œuvre. La ville est assainie, le pavoisement est perceptible et la ferveur se lit sur les visages des femmes et des hommes de Koulé-Diakan. Toute la population de la région de Koutiala est prête pour accueillir à bras ouverts le Premier ministre, Inch'Allah. Le message que j'ai à lancer pour la population le 8 mars 2025, délocalisé dans notre ville, est une opportunité pour l'ensemble des femmes. Qui dit les femmes dit les hommes. Donc toutes les femmes de la région de Koutiala sont prêtes pour sortir massivement demain matin pour remplir le stade municipal de Koutiala.
L'hôte du jour, à savoir le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, viendra présider la cérémonie officielle et procédera à la pose de la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles. La joie est tellement immense que les mots nous manquent, même pour exprimer tous nos sentiments. Au nom des légitimités traditionnelles de Koutiala, au nom des familles fondatrices de Koutiala, les Koulibaly et les Ouattara, nous sommes très très contents et nous remercions les plus hautes autorités de ce pays pour ce choix et pour ce geste pour le Miankala. Le 8 mars, c'est la fête des femmes. Moi, je peux dédier cette fête-là à la fête de l'humanité. Parce qu'il n'y a pas de femmes sans hommes. Donc ça, c'est la fête des femmes, c'est la fête de tout le monde. Donc je dédie cette fête-là à la fête de l'humanité. Les habitants de la capitale de l'Or Blanc sont donc en plein dans les préparatifs pour abriter pour la première fois le lancement officiel de la Journée internationale de la femme. La force conjointe de la Confédération des États du Sahel se matérialise. Elle a effectué une opération d'envergure du 24 février au 6 mars 2025 dans le Gourma. Le bilan de cette patrouille conjointe est sans appel. Plusieurs terroristes neutralisés, des bases détruites et d'importants matériels de guerre récupérés. Cette opération menée par l'armée AES porte un grand coup aux groupes armés terroristes dans la zone des 3 frontières. Retour sur cette opération avec Abdoulaye Sakou. Un espace, un destin et des peuples unis face à la menace terroriste dans le Sahel. L'armée de la Confédération des États du Sahel entre en jeu et de lourdes pertes sont infligées aux terroristes. L'opération est baptisée Yereko 2. La stratégie était bien ficelée. Il n'y avait aucun échappatoire pour les terroristes. L'expérience malienne, ajoutée à l'expertise burkinabé, appuyée par la force de frappe nigérienne, a permis de remporter des victoires sur l'ennemi dans le Gourma. Plus d'une dizaine de terroristes a été neutralisés, des matériels de guerre détruits et d'autres récupérés. C'est le vœu de tout militaire d'abord de participer à des opérations conjointes, et particulièrement pour nous dans le cadre de l'AES. Cette pensée est d'autant plus positive que j'ai participé non seulement à la mise à jour du CONOPS de l'opération à l'OPLAN et aujourd'hui je suis sur le terrain dans le cadre de l'exécution de cette même opération qui est à sa deuxième phase. On est là sur le terrain pour ce combat-là, on est là sur le terrain pour notre population. Nous avons la ressource humaine. Le reste là, c'est à nous en tant que force armée de matérialiser toute la volonté de nos autorités et de notre population. Ça ne va pas être facile, il faut s'armer de courage, il faut avoir la volonté, il faut être prêt à se sacrifier vraiment pour les autorités et pour notre population. Le ton est ainsi donné avec cette opération de la force unifiée dans les localités de Tessit, Tera, Marcoy et alentour. C'est désormais une armée au service des peuples de la Confédération avec comme seul objectif d'éradiquer le terrorisme dans le Sahel. Au Burkina Faso, un pas de plus vers le développement industriel et pour marquer le coup, c'est le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en personne qui inaugure le complexe industriel de détergents Fassi, situé dans la commune de Pabré, région du centre. L'unité industrielle produira des produits de nettoyage tels que les détergents en poudre, du savon liquide et solide, entre autres. Konsoum Koulibaly et Nyarkite Da pour le compte-rendu. Depuis Pabré et à quelques encablures de Ouagadougou, Ella Timati Savatogo compte occuper le marché burkinabé avec un détergent made in Burkina. À partir de ce complexe érigé dans le village de Napambumbu, le jeune opérateur économique se prépare à la conquête du monopole de détergents produits sur place et mis à la disposition des Burkinabés. Le complexe industriel de détergents Fassi coûte au promoteur 4,5 milliards de francs CFA. Sa production journalière est de 300 tonnes. Nos productions sont en grammage varient de 15 grammes, 30 grammes, 50 grammes, 100 grammes, 350 grammes,
500 grammes et 1000 grammes et répond aux normes de qualité les exigeantes. Pour paraphraser le capitaine Thomas Sankara, notre indépendance ne sera véritable que si nous produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Pour une occupation saine du marché, le PDG du complexe industriel de détergents, Fassi, a le soutien des populations de la localité, l'administration locale et centrale, ainsi que l'État au plus haut sommet. Depuis que le Burkina a existé, nous importons les détergents. Ça fait combien d'emplois qui sont créés et le marché national a besoin de ces détergents. Donc on va continuer à encourager tous ceux qui ont pris l'initiative de se lancer dans l'industrialisation, les accompagner et les aider à pouvoir donc aller de l'avant. C'est la deuxième usine réalisée et détenue par un privé que le président du Faso inaugure en l'espace de 2 semaines. Et pour le capitaine Ibrahim Traoré, c'est la preuve tangible que son message est entendu. Il félicite les promoteurs et invite les autres investisseurs à s'inscrire dans la même dynamique pour faire du Burkina Faso un pays économiquement autonome. Toujours au Burkina Faso, le ministre de la Communication reçoit les directeurs généraux des médias de l'AES. Parmi eux, le directeur général de l'ERTM, Hassan Baba Djombele. Ils sont venus faire le point des travaux entrant dans le cadre de la création de la chaîne de télévision de l'Alliance des États du Sahel, AES. Retrouvons Bernard Kombilem et Moussaki pour le reportage. Les travaux sur la création de la télévision de l'Alliance des États du Sahel, AES, enregistrent des avancées significatives. L'information est ici portée au ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme par les directeurs généraux des médias publics de l'espace après 48 heures d'échange sur le projet dans la capitale burkinabé. J'avoue que les équipes techniques qui nous accompagnent ont fait un travail formidable pour pouvoir sortir un document consolidé. Et nous sommes venus justement expliquer tout cela au ministre. Il est venu vraiment le faire le point pour lui dire que nous sommes vraiment engagés pour que ce dossier puisse être bouclé dans les délais. C'est un challenge, c'est pas facile, mais déjà au vu des résultats de nos travaux, nous pensons que nous pourrons être dans les délais si plaît à Dieu, c'est-à-dire d'ici la fin du mois de juin. Avec le ministre Pegwende Gilbert Ouedraogo, il est aussi question de faire le point sur la convention de partenariat signée en 2023 entre la radio-diffusion-télévision du Burkina, RTB, l'Office de radio et télévision du Mali, ORTM, et l'Office de radio-diffusion-télévision du Niger, ORTN. Nous souhaiterions que les choses avancent rapidement. C'est la raison pour laquelle le rendez-vous de Ouaga est très important. Nous souhaiterions vraiment faire bouger les lignes pour que déjà au niveau des populations, qu'on puisse comprendre que la mutualisation est réellement en marche et il est important actuellement de donner un coup de fouet justement à ce document qui tarde quand même, il faut le reconnaître, à bouger comme on le souhaite. Pour réussir cette convention, les 3 médias publics de l'AES comptent également mettre l'accent sur la promotion des communautés des pays de l'espace. Des communautés qui sont liées entre autres par la culture et la langue. Voyons cette audience accordée par le président du CNSP, chef de l'État, l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au Niger, en fin de mission, Abdul Karim Maman Barmou et Ousmane Sani Abdou, compte rendu. En fin de mission au Niger, l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie est venu faire ses au revoir au chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani. Un moment mis à profit par Sadati Cheikh Ould Ahmed Aïcha pour transmettre également le message de fraternité de son président et du gouvernement mauritanien au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Aujourd'hui, je quitte le Niger avec beaucoup de tristesse, mais avec un grand espoir. Tristesse d'avoir quitté un pays qui est devenu une partie de moi-même. Après bientôt plus de 4 ans après ma nomination ici au Niger. Et espoir aussi de voir le Niger se développer davantage. Et il faut le dire, tout le monde constate la bonne évolution du Niger. Et je ne doute pas que les relations entre la Mauritanie et le Niger se développeront davantage dans les mois à venir.
Sadati Sheikh Ould Ahmed Aïcha quitte le Niger, certes, mais laisse derrière lui de beaux souvenirs et une fraternité sans faille à l'endroit du Niger et de son peuple. La vice-présidente chargée du développement régional, de l'intégration et de la prestation de services du groupe BAD en séjour au Mali. Elle a animé une conférence de presse pour mieux informer sur le partenariat existant entre le Mali et l'institution financière. Boubacar Babli Touré pour d'autres détails. La Banque africaine de développement dans une dynamique de renforcement de sa coopération avec le Mali. Une volonté justifiée par une visite de la vice-présidente en charge du développement régional dans notre pays. Visite sanctionnée par une conférence de presse. Conférence au cours de laquelle les enjeux du partenariat entre l'institution financière et le Mali ont été abordés. D'abord, les secteurs de développement privilégiés par la BAD dans notre pays. Je peux confirmer que le portefeuille en cours de la banque porte sur deux stratégies de coopération, notamment les infrastructures de transport, de l'énergie et le développement de l'agriculture. Et tous ces secteurs aussi sont couverts par les domaines transversaux comme amélioration, soutenir le gouvernement dans l'amélioration de la gouvernance. Deuxièmement aussi, développement du secteur privé, gens, femmes, jeunes et société civile. Et troisièmement aussi, pour les soutenir pour changement climatique. Ensuite, puisque c'est de la finance qu'il s'agit, une question en lien avec les nouvelles taxes instituées par les autorités maliennes se sont invitées dans les débats. L'élargissement de l'assiette fiscale est une priorité pour renforcer la mobilisation des ressources internes et assurer une plus grande autonomie financière de chaque pays. Toutes les initiatives qui visent à améliorer la mobilisation des recettes de manière équitable et efficace. La question de savoir les critères d'évaluation des pays africains et le niveau de financement de l'institution dans notre pays, la vice-présidente est on ne peut plus claire. Entre 2019 et 2021, les allocations que la BAD a fait pour le Mali étaient environ de 96 milliards de francs CFA. Mais entre 2023 à 2025, l'allocation du pays était 117 milliards de francs CFA. Et en plus de ça, il y avait une allocation de 36 milliards de francs CFA reçus de l'enveloppe régionale au profit de projets de routes communautaires, à savoir la route Bouguini à Garalo. Donc le pays aura bénéficié au total environ de 155 milliards de francs CFA, qui représente une augmentation de 60%. À noter que le partenariat entre le Mali et la BAD date de 1974. Une coopération qui a permis le financement de 117 projets et programmes de développement pour un montant estimé à 3 000 milliards de francs CFA. Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose a tenu la 23e session de son conseil d'administration. Au menu des échanges, l'examen et l'adoption du rapport d'activité 2024 ainsi que l'examen et l'adoption du budget 2025. On en sait plus avec Inaba. L'année 2024 a été celle des grands chantiers pour les responsables du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Le bilan de l'exercice 2024 du Centre est jugé acceptable, vu la réalisation des activités inscrites dans son plan d'action. Bien que l'année 2024 fût émaillée de difficultés, le CRLD a enregistré 1600 nouveaux drépanocytaires, ramenant la cohorte à 19 249 drépanocytaires. Dans le domaine de la recherche, de nombreux protocoles sont en cours d'exécution. Dans le domaine de la formation, 15 médecins de 5 pays d'Afrique ont participé au diplôme universitaire de drépanocytose, ramenant ainsi à 117 le nombre de médecins africains formés depuis 2014.
Premier en Afrique, le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose est un centre d'excellence qui assure la formation des agents de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons comme ambition de renouveler le plateau technique puisque il faut dire que le centre existe depuis un certain temps et que au nombre de malades suivis au centre croît d'année en année. Il nous est obligation faite de travailler de façon à renouveler notre plateau technique afin de maintenir la qualité des soins. Nous avons également comme ambition de travailler sur des perspectives en termes de recherche. Il s'agit de travailler sur des questions qui restent encore sans réponse afin d'améliorer la qualité de la prise en charge du malade. Et troisièmement, nous avons également comme ambition de former davantage le personnel. Cette 23e session est également budgétaire car les administrateurs échangent sur le budget soumis à leur appréciation pour validation. Elle s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. La 7e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence malienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, une session essentiellement budgétaire, nous disent Youssouf Diakité et Oumar Traoré. Cette 7e session du conseil d'administration de l'Agence malienne d'assurance et qualité de l'enseignement supérieur fait essentiellement le bilan des activités réalisées en 2024 et s'est focalisée sur les différentes articulations budgétaires pour la réalisation des activités. La mission principale de la MACSUP, c'est de contribuer à garantir la qualité du système d'enseignement supérieur malien, de ses institutions et de ses programmes de formation. De cette mission principale découlent deux missions subsidiaires. La première mission subsidiaire, c'est évaluer les programmes de formation et évaluer les institutions d'enseignement supérieur et de recherche en vue de leur habilitation, en vue de leur accréditation, c'est-à-dire en vue de leur reconnaissance par l'État. La deuxième mission subsidiaire, c'est accompagner nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche à faire de la qualité. La qualité, c'est une affaire de tous les jours. Malgré la conjoncture, on peut dire que la MACSUP a réalisé à hauteur de 82%, n'est-ce pas, ces activités. C'est pourquoi le président du conseil d'administration insiste sur le respect des normes en matière d'enseignement supérieur au Mali. Aujourd'hui, assurer la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est le meilleur gage d'un développement durable. Autrement dit, l'assurance qualité permettra à nos institutions d'enseignement supérieur de recherche d'être davantage compétitives tant à l'échelle nationale, régionale que mondiale. Pour assurer sa mission d'assurance qualité, la MACSUP développe notamment des procédures d'évaluation afin de fournir des analyses fiables et objectives pour accompagner la montée en qualité des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, mais surtout guider les décisions du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 20e session du conseil d'administration de la maison du Hadj. À l'ouverture des travaux, les administrateurs informés du quota des pèlerins pour 2025 et la digitalisation des opérations de la campagne 2025. Retrouvons le reportage de Batraouri. La 20e session ordinaire de la maison du Hadj s'ouvre dans un contexte de satisfaction pour les administrateurs. Satisfaction car le Hadj 2024 s'est déroulé dans de bonnes conditions et le Mali est cité en exemple par les autorités saoudiennes au dire du directeur général de la structure. Ce qui concerne 2025, on est balancé dans la digitalisation, c'est-à-dire les opérations du Hadj seront digitalisées et sur une plateforme. Donc toutes les opérations seront mises sur une plateforme digitale. Ça nous a permis, au lieu de 600 agences pour 2025, on s'est retrouvé avec le tiers, moins de tiers même. S'agissant du budget prévisionnel pour l'année 2025, il ne connaît pas de changements majeurs par rapport à l'année 2024. Je soumets à votre analyse le budget prévisionnel pour l'exercice 2025 équilibré en recettes et en dépenses à 10 milliards 373 millions 500 000 francs CFA. La subvention de l'État s'élève à 275 millions 368 000 francs CFA. Plusieurs dossiers, dont le manuel des procédures administratives, financières, comptables et opérationnelles, de même que le règlement intérieur de la structure, sont soumis à l'examen des membres du conseil d'administration. Nous avons un pays qui a ses limites financièrement
et nous avons des exigences aussi administratives. Donc c'est à vous de voir l'équilibre entre l'exigence administrative et le portefeuille de l'État. Autre précision donnée à l'ouverture de cette session, le Mali dispose du quota de 13 300 pèlerins comme en 2024. Mission de supervision de l'EJ de Tombouctou dans les 4 bureaux de déroulement de la révision des listes électorales citées dans la commune urbaine de Tombouctou, Ber, Soro et Alafia. Dans l'ensemble, le constat est satisfaisant, nous dit Saloum Konati. Le commissaire superviseur de l'autorité indépendante de gestion des élections, accompagné des autorités administratives de la région de Tombouctou, sont à pied d'œuvre pour superviser et s'enquérir des conditions de déroulement de la révision des listes électorales dans les différents centres. Partout où nous avons été, nous avons constaté que les opérations de révision annuelle des listes électorales se passent très bien et il y a une évolution du nombre dans l'ensemble des procédures qui concernent la révision annuelle. Après des échanges avec les membres des différentes commissions, le responsable de l'EJ s'est dit surpris du travail abattu par les commissions de la commune urbaine de Tombouctou, Alafia, Zaro et Ber. Après cette visite, je peux parler de la satisfaction. Depuis qu'on a commencé à superviser les commissions, j'ai constaté que toutes les opérations se déroulent normalement. Et il y a une évolution après le 31 décembre, avec dans la phase de la prorogation, il y a une évolution du nombre dans toutes les opérations. Les autorités administratives ont saisi cette opportunité pour appeler l'ensemble des citoyens à s'enrouler afin d'avoir des bases de données fiables. Ce que j'ai à dire à nos braves populations, vraiment, c'est de saisir cette opportunité. C'est de saisir cette opportunité, de sortir, on a quelques jours jusqu'au 28 février, de venir se faire recenser, de venir se faire enrôler, de venir faire leur renouvellement. Les lieux où nous avons visité avec l'EJ tout de suite, on a vu un engouement vraiment à hauteur de souhait. Par ailleurs, le commissaire Philippe Moussa Kanté a invité les différentes commissions à plus d'engagement pour l'atteinte des objectifs assignés. Le projet de charte pour la paix et la réconciliation au Mali exposé aux Maliens du Royaume du Maroc, de New York et de New Jersey aux États-Unis. De leur contribution, on retient le renforcement de la lutte contre la corruption et l'impunité sur toutes ses formes, le renforcement de la lutte contre le partage de fausses informations sur les réseaux sociaux et l'organisation des réformes pour les institutions et les écoles. Le commentaire est signé Adam Maïga. Les Maliens établis au Royaume du Maroc se sont concertés pendant 2 jours sur l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. À l'issue de cette concertation, un chapelet de propositions. Il s'agit notamment d'inculquer une meilleure qualité d'éducation aux enfants à travers nos traditions, la lutte contre le partage de fausses informations sur les réseaux sociaux et la lutte contre la corruption sur toutes ses formes. Autre lieu et même exercice aux États-Unis. Les Maliens se sont également réunis. Sur la table, une justice plus ferme contre l'impunité et des réformes au niveau des institutions et des écoles. Cette activité se déroule aussi à l'intérieur du Mali ainsi que dans les districts de Bamako. Les différentes propositions seront transmises à la commission de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. À suivre dans les programmes la rubrique Démêler le vrai du faux. Je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait. Dans leur propagande évidente, les détracteurs du Mali persistent à diffuser des fausses informations. Nous sommes ici confrontés à une manipulation d'images sorties de son contexte, comme vous pouvez le voir ici. Ce poste prétend montrer une exaction attribuée aux forces armées maliennes. Il s'agit en réalité d'une image provenant du Tchad, comme vous pouvez le voir ici. Et d'ailleurs, plusieurs médias tchadiens ont largement diffusé ces images, nous confirmant qu'il s'agit bel et bien d'une fake news. Ne vous laissez pas tromper par cette tentative de désinformation. Cette image est donc bel et bien du fake. Un autre fait marquant, à l'aide d'images générées par intelligence artificielle. Les terroristes et leurs sponsors propagent de fausses informations concernant un hélicoptère des FAMA, forces armées maliennes, prétendument abattu près de Tessalite. Il s'agit encore d'une manipulation et d'une propagande orchestrée pour nuire à l'image des FAMA et semer le doute parmi la population. Donc cette image d'hélicoptère des FAMA prétendument abattu près de Tessalite est donc du fake.
Voilà, démêler le vrai du faux. À suivre tout à l'heure après cette édition. Et je vous informe que le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, effectue demain samedi une visite de travail et d'amitié de quelques heures au Mali. Il sera accueilli à l'aéroport international président Modibo Keïta, chez nous par son homologue, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Les deux chefs d'État auront un entretien au palais de Koulouba sur le renforcement des liens de coopération entre les deux pays et dans divers domaines. C'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité à l'ERTM. Je vous retrouve demain, 20h45. Soyez au rendez-vous. Grand merci à nos téléspectateurs de Ouaga et de Bobo Dioulasso. Bonsoir à tous. Así va.